Vous êtes sur le plateau de Sika et vous faites bien d'y rester. Mesdames et messieurs, bonjour. Quelle adéquation entre l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté en Afrique? C'est une interrogation qui revient souvent au cœur des débats et des discussions dans les milieux universitaires, loin des réalités politiques. Mais à l'heure où la jeunesse africaine se meurt tous les jours dans la Méditerranée sous le regard impassible des dirigeants africains, ne serait-il pas indiqué que l'Occident et l'Afrique, pour des raisons humanitaires, fassent une pause pour mieux repenser l'aide au développement? Soutien militaire et aide au développement en Afrique, véritable appui à la lutte contre la pauvreté ou l'heure, ce sera le premier débat dans votre émission Angle de vue de ce jour. Notre second sujet dans cette émission porte sur le débat de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 23 partis politiques de l'opposition à rejeter cette nouvelle proposition du président Alassane Ouattara. Pour certains opposants, la constitution ivoirienne ne souffre pour l'instant d'aucune insuffisance qui mérite sa révision. Mais dans le camp présidentiel, l'on estime qu'il faut en finir avec ces goulots et ces diables qui ont longtemps hanté le pays et qui ont été à la base des nombreuses crises successives que la Côte d'Ivoire a connues depuis une vingtaine d'années. Une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'opposition rejette-t-elle la proposition du président Alassane Ouattara? Nous ferons également le débat dans un instant. Ce sera avec nos invités. Mais en attendant, madame, monsieur, je vous propose de faire un tour sur le continent africain pour savoir ce qui se passe en matière d'actualité. C'est le flash d'information. En République démocratique du Congo, Bruno Tshibala, secrétaire général du parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, a été arrêté dimanche soir. D'après l'UDPS, Bruno Tshibala a été arrêté par les agents du service d'immigration alors qu'il se rendait à Bruxelles pour le compte de son parti. Les agents d'immigration lui ont retiré son passeport et l'ont conduit vers une destination inconnue. Au moins 10 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans les affrontements entre l'armée congolaise et des présumés rebelles ougandais à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris auprès d'un responsable de la société civile locale. 8 civils ont trouvé la mort par balle. Un militaire a été tué, a affirmé Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni. Aux Comores, le président de la CENI, le Dr Diazar, son secrétaire général et 2 de ses commissaires ont été placés en détention ce week-end. À l'origine de l'arrestation, un rapport accablant de la Cour des comptes faisant état de 153 millions de francs comoriens, soit 306 000 euros, intraçables dans la trésorerie de la CENI après les élections législatives de 2015. L'actualité politique en Afrique à la loupe de nos observateurs et analystes. Le décryptage de ce jour se fera avec l'écrivain sénégalais Lamine Cissé. Il est un expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sika. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai également sur ce plateau mon second invité. Il a nom Maître Alain Roula. Il est un avocat béninois précédemment inscrit au barreau de Strasbourg en France. Il exerce du moins depuis quelques années à Cotonou au Bénin. Maître Alain Roula, bonjour et merci de répondre présent à nos côtés. Bonjour Joël, merci de m'avoir invité. Bonjour monsieur Lamine Cissé. Bonjour. Madame, monsieur, c'était là la présentation des invités pour cette émission. Je vous propose de retrouver le débat après cette virgule. Quelle adéquation entre l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté en Afrique? C'est une interrogation, comme je le disais en introduction dans cette émission, qui revient souvent au cœur des discussions dans les milieux universitaires, loin des réalités politiques, mais à l'heure où la jeunesse africaine se meurt tous les jours dans la Méditerranée sous le regard impassible des dirigeants africains. Est-ce qu'il ne serait pas bien et indiqué que l'Occident et l'Afrique, pour des raisons humanitaires, fassent une pause pour repenser l'aide au développement? Lamine Cissé, vous êtes un écrivain, un observateur attentif des questions de gouvernance en Afrique. Que pensez-vous, dites-nous, que pensez-vous du mécanisme de l'aide au développement dans les pays africains? Bon, merci beaucoup. Je pense que quand on parle du mécanisme, on va parler de 50 ans en arrière. Bien sûr, allez-y très rapidement. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'aide au développement. Il y a ce que moi j'appelle l'aide au sous-développement.
Non, mais il y a toujours eu de l'argent, des centaines de millions d'euros qui sont tout le temps déversés sur le continent africain pour aider à lutter contre la pauvreté, l'adduction d'eau, l'électrification un peu partout. Oui, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, nous avons le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui nous définissaient, nous, notre politique, nos priorités. Nos chefs d'État ne définissaient pas leurs priorités, la priorité de leur pays. C'est eux qui nous disent techniquement il faut faire ça, qui nous amènent des techniciens qui encadrent nos dirigeants. Les chefs d'État africains servent à quoi alors? Je parle dans la durée. Vous savez, le développement c'est dans la durée, le sous-développement c'est dans la durée. Tout à fait. Depuis 1960, nous avons traîné. C'est peut-être avec, on va y venir, avec actuellement la mondialisation, les données géostratégiques économiques ont changé. Aujourd'hui, on peut parler d'autre chose. Mais je dis, ce que nous traînons jusqu'à présent, c'est les financements de l'aide au sous-développement de nos pays, qui enrichissaient le capitalisme et nous appauvrissait dans tous les domaines, dans le domaine commercial, dans le domaine de l'agriculture, de l'industrialisation, etc., etc. Vous pensez plutôt que c'est l'aide au sous-développement? On ne nous aide pas à vraiment émerger sur le plan économique? Pas du tout. Pas du tout. Et les chefs d'État africains acceptent cela, à votre avis? Non, mais les chefs d'État africains étaient dans un goulot d'étranglement. C'est ce que je peux dire. Parce qu'en ce moment, il y a deux pôles qui contrôlent le monde. C'est l'Union soviétique et le capitalisme conduit par les États-Unis d'Amérique. Je peux vous donner un exemple beaucoup plus précis. Nous, les pays francophones, où nous avons le CFA, c'était la colonie française de l'Afrique. On l'a changé pour dire la communauté française de l'Afrique. La Suisse est devenue la communauté financière de l'Afrique. Oui. Bon. Il y a eu de l'évolution. Cet argent. Non, mais quelle évolution? Notre monnaie est garantie. Il y a eu plus de considération de la colonie. Vous êtes devenu une communauté. Par la suite, on vous a ajouté le côté financier. Dans les termes, sur le plan financier, sur le plan impact économique, nous n'en bénéficions pas jusqu'à présent. Vous savez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a une masse monétaire de plus de 8 000 milliards qui dorment en tant que fonds de garantie pour la convertibilité de notre franc CFA. C'était à 65%, ils ont amené ça maintenant à 50%. Mais vous savez, ils font des placements avec notre argent. C'est dans cet argent-là qui nous amène, c'est notre argent qui constitue le financement à l'aide au développement. Vous pensez que la France ou les autres, ils vont laisser leur population, le chômage accru avec des priorités, ils vont prendre leur argent. Oui, et les dirigeants africains sont où en ce moment? Ils ne sont quand même pas des marionnettes. Oui. Ce sont des personnes qui sont allées à l'école, ils ont fait des grandes universités. Comment se fait-il qu'ils restent muets par rapport à cette situation? C'est le peuple qui gouverne. Jusqu'à présent, nos populations ne sont pas le peuple met à la tête un dirigeant, un président de la République. Il y a un gouvernement. Il y a de grands économistes qui ont travaillé au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Vous allez dire que cela également, prenez la Tanzanie, on se constate et il se taise. Je vous donne l'exemple de la Tanzanie, qui a pensé sa démocratie selon les valeurs intrinsèques de la Tanzanie. Allez-y voir la constitution tanzanienne. Tout est fait à la base. Le développement, l'économie, ça bouge, parce que le peuple s'identifie à ce système de démocratisation. Nous, notre système de démocratisation est conduit par les élites. Et ces élites-là sont conditionnées par la démocratie occidentale. Les maîtres de la démocratie occidentale. Le peuple est totalement absent. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans une dynamique parce qu'actuellement le peuple va, les consciences vont en évoluant. Les données vont changer, sont en train d'être changées. Mais pendant 50 ans, nous avons été des prisonniers. C'est ce que je voudrais dire. Je n'ose pas croire que vous allez dans le même sens que Axel Kabou qui dit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Maître Alain Oula, à votre avis, est-ce que l'aide au développement aide-t-elle vraiment l'Afrique à lutter contre la pauvreté? Les résultats sont là. Puisque, aussi loin que pourrait remonter ma mémoire, l'aide au développement a au moins démarré à partir des indépendances. On pourrait remonter plus loin. Et que ça fait plus de 56 ans que la plupart de nos pays africains bénéficient de cette indépendance et bénéficient donc de cette aide. 56 ans plus tard, le constat est là. L'aide, on en a davantage besoin, les choses se sont institutionnalisées. Et il y en a encore plus. Mais le développement n'est toujours pas au rendez-vous. Pourquoi cela? C'est déjà que le constat nous permet de dire que les mécanismes d'aide au développement ne sont pas les bons, sinon le développement serait au rendez-vous. Et aujourd'hui, nos États sont dans une situation de délabrement avancé qui renseigne sur l'inefficacité de cette aide. Ça, c'est pour les mécanismes. En réalité, moi, je pense que la conceptualisation de la soi-disant aide au développement est déjà une notion biaisée, puisque l'aide est sous-tendue par une idée d'humanisme
de générosité. Assistance à personne en danger, ou assistance de générosité. À personne dans un état miséreux. Non, pas forcément. L'aide, c'est une notion divine. C'est-à-dire, on a un devoir de solidarité. Et vous pensez que c'est désintéressé? Non, je parle de l'aide. De la définition. La définition théologique, la conception de l'aide, c'est ça. Hein, c'est dans un but. C'est un acte désintéressé. Tel que c'est présenté, ça repose sur une forme de philanthropie. Tout à fait. Hein, mais les mécanismes mis en place et les acteurs qui mettent ces mécanismes en place ont toujours fait la preuve que ce ne sont ni la générosité, ni la philanthropie qui guident leurs actions et leurs initiatives. Donc, le fait de parler d'aide et de cette aide, on est arrivé, puisque vous indexiez les dirigeants africains, à un état de main tendue permanente, d'assistance et d'assistanat, au préjudice même des intérêts des États que nous gouvernons, prouve que ce concept est biaisé, est vicieux, est, à défaut d'être un mythe, un leurre, comme la problématique du jour, et que cette aide n'a jamais existé que dans l'imagination de nos dirigeants qui pensent que... Et pourtant, cela existe toujours, ça continue toujours par se faire. Ce mécanisme existe toujours. Est-ce que ce sont les Africains qui négocient mal les conditions d'octroi de ces aides-là? On voit quand même des chefs d'État africains reçus à l'Élysée, reçus au 10 Downing Street ou reçus à Bruxelles pour négocier des subventions, des appuis, de l'aide. Si je me suis bien fait comprendre, et apparemment non, c'est la notion même qui doit être récusée. La notion d'aide, il n'y a pas d'aide au développement. Et même si, au début, à la genèse de cette aide, qui semble remonter au discours du président Truman en 1949, l'aide, le concept est faux et bidon, et pourtant, on le répète, on l'institutionnalise, on l'habille. Je suis d'accord avec ce que vous dites, maître. Mais le constat est là, c'est que la chose continue. On appelle un système d'exploitation préjudiciable pour notre continent. On le maquille en aide. On maquille en parlant d'aide, de bailleurs de fonds, de partenaires techniques et financiers. Je suis d'accord avec vous. Mais comment se fait-il que les Africains... un mécanisme d'exploitation qui est né d'ailleurs depuis nos premiers contacts avec le colon, le monde occidental, où cette coopération, cette aide commence par vider le continent africain de ses hommes valides contre des pacotilles, contre par des la suite, ce sont les richesses du sous-sol. Mais ce que je ne comprends pas, mettre à l'heure là, ce que je ne comprends pas, pourquoi cette inertie des dirigeants africains? Pourquoi cette incapacité, cette passivité qu'on observe au niveau des dirigeants africains qui pourtant ont fait de grandes universités? On a de grands économistes sur le continent africain. On a de grosses institutions économiques sur le continent. Vous voulez brûler les États, mais je vous comprends, je vous suis. J'ai la prétention de dire que le continent africain n'a jamais eu de véritable dirigeant, à quelques exceptions près. Et pourtant, ils ont fait de grosses universités. Non, le dirigeant, ce n'est pas celui qui a fait des études. Le dirigeant, c'est celui qui est conscient d'appartenir à une nation qu'il doit défendre, envers et contre tout, une nation dont il doit veiller à la préservation des intérêts. Vous n'allez quand même pas me dire que les chefs d'État africains sont des apatrides, ils n'aiment pas leur continent. On a eu quand même des nationalistes. Je n'ai pas parlé d'apatridie. J'ai dit un dirigeant, c'est pas quelqu'un qui a forcément fait de grandes études, c'est d'abord quelqu'un qui aime son pays, qui fait la démonstration qu'il aime son pays, comme il y en a plein. Pu connaître. Tous les chefs d'État africains aiment leur pays. Ça remonte à l'histoire. On a parlé de résistance, on a parlé de Samori Touré, de Bianzin, pour des questions que nous ne pouvons pas examiner dans le fond, puisque notre histoire n'a pas été véritablement transmise. Mais j'ai la prétention de dire qu'à partir de nos indépendances, la manière dont les dirigeants africains ont été cooptés par l'exploiteur vicie déjà cette conscience qu'ils doivent avoir. La manière dont... Ça, c'était en 1960. Mais ça a continué. Nous sommes en 2000. Oui, mais c'est le même système. Nous faisons du surplace. Et c'est pas la peine d'en vouloir à un président comme Sarkozy, qui n'a pas forcément ma sympathie, mais qui dit les choses vraies. Moi, j'aime les gens qui disent les choses vraies. Et qui a eu la prétention de dire que l'homme africain et son dirigeant, donc, ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous répétons les mêmes choses, les mêmes erreurs. Et au lieu de nous remettre en cause, on maquille, on trouve des mots pour faire passer, et on explique, puisqu'on s'arroge le pouvoir. Vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Allez très rapidement jusqu'au bout. Pour dire, parce qu'il y a la manière dont les premiers dirigeants ont été cooptés. Et quand vous observez nos différents États
à l'exception des pays dans lesquels on a pu connaître des coups d'État, c'est la même classe politique qui se renouvelle d'une façon ou d'une autre. Il y a une dévolution presque monarchique du pouvoir, mais à travers des montages plus ou moins subtils, élection par-ci, élection par-là. C'est les mêmes qui nous gouvernent, avec la même mentalité, avec la même servilité. Donc la deuxième chose, la deuxième raison qui explique, outre le fait que les dirigeants ne se soient pas montrés suffisamment nationalistes, c'est qu'ils sont formatés pour réagir par rapport au mécanisme du colon. Regardez, moi je vous parle français, je vous parle meilleur français que je pourrais vous parler fond. Ça veut dire que je suis déjà formaté pour réfléchir comme et raisonner à peu de choses près comme un Français. Donc, qu'est-ce que, si on ne prend pas du recul, on peut mettre en place pour défendre nos intérêts? Vous voyez? Donc, ce deuxième paramètre biaise les choses. Et la plupart des dirigeants, maintenant on va parler de formation, ont été formés dans les universités occidentales. Vous les compterez du bout des doigts, les vrais dirigeants qui ont été formés dans les grandes universités. Et d'ailleurs, la mode sur le continent semble à un retour aux valeurs. Idriss Déby n'est pas passé par les grandes universités. Le président de la République du Bénin n'est pas passé par Oxford. Bon, on pourrait multiplier ces exemples. Mais le fait aujourd'hui est que ces dirigeants sont venus trouver un système comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, où ils sont contents d'aller s'attabler parce que c'est ça qui fait leur prestige et où on leur fait signer n'importe quoi, on leur fait admettre n'importe quoi. Au détriment du peuple africain. Lamine Cissé, alors, à votre avis, est-ce que ce sont les Africains qui négocient mal les conditions d'octroi de l'aide au développement? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est lié aux conditions. C'est les impacts, c'est les effets de la balkanisation de l'Afrique. Le morcellement de l'Afrique et la colonisation de l'Afrique par différentes langues, françaises, anglaises, etc. Parce que les langues qui nous colonisent en elles-mêmes constituent une division. Donc les gens comme Patrice Lumumba ont essayé. Ils ont laissé leur vie. Ils n'ont pas pu passer. Kwame Nkrumah, ils étaient solitaires dans leur lutte. Sékou Touré a crié, le peuple applaudissait, mais quel pouvoir avions-nous? Ces dirigeants étaient pris en étau par ce système-là. C'est pourquoi j'ai dit, vous voyez, à partir des années, il y a 20 ans en arrière, quand vous achetez une marchandise en Allemagne, ou une télévision, ou une vidéo, vous venez ici, ça ne vous donne pas la couleur. Parce que tout a été, comment dirais-je, tout a été, fabriqué ou programmé? C'est-à-dire que la France a mis son code sur tout ce qui est échange commercial. Alors, nous, eux, ils prennent nos matières premières très très chères, très moins chères du moins, parce que les monnaies ne sont pas les mêmes, et ils viennent de nous vendre leurs produits très chers. Nous sommes restés dans ce système-là depuis très longtemps. Mais je ne suis pas dans cette même dynamique maintenant. Maintenant, à partir du moment où on parle avec George Bush, on a parlé du Millennium Challenge Account. Oui. Et ce Millennium Challenge Account, c'est une révolution. Parce que ça ne vient pas imposer aux pays les priorités de leur développement. Vous leur proposez votre priorité de développement, mais il vient maintenant pour contrôler est-ce qu'effectivement l'argent, là ça va vers... Le Millennium Challenge Account, c'est une exception. Oui, c'est-à-dire que c'est un modèle. Non, je suis en train de dire que c'est venu avec cette mondialisation. Et nous avons eu la chance d'avoir des pays émergents. Aujourd'hui, le Bénin, le Sénégal et la France, et la Côte d'Ivoire, peuvent discuter directement avec la Chine sans passer par la France. Avant, on ne pouvait pas. C'est pas possible. Donc, je dis aujourd'hui... Vous pensez que les choses évoluent quand même? Ça évolue. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de partenariat gagnant. Oui, avec la Chine, avec les pays asiatiques, avec l'Inde et autres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le PPP avec les pays occidentaux? On a du mal à le faire avec la France, non, ça a commencé avec l'Angleterre, Bruxelles. Ce que je voudrais, il faut mettre les garde-fous. Parce que vous savez, notre population, ils n'ont pas le contrôle du pouvoir. Le pouvoir n'est pas contrôlé par le peuple. Ce qui veut dire que les choses se passent en haut. C'est en haut, ils se chamaillent entre eux en haut, selon leur intérêt. Mais le peuple ne fait que suivre. Mais je suis optimiste. Parce que vous ne pouvez pas comparer la démocratie 20 ans en arrière au Bénin et la démocratie aujourd'hui au Bénin. Parce que toutes les péripéties de la démocratie ne participent qu'à l'éveil des consciences des populations. Et le jour où le peuple va véritablement être en éveil, nous aurons les dirigeants
à la hauteur de cet éveil. Et vous pensez que c'est pour demain parce qu'après 50 ans d'indépendance, on continue à être au biberon alors que nous disposons de plus de 50% des richesses du monde dans le sous-sol africain. Je ne pense pas que nous sommes au biberon aujourd'hui. Prenez par exemple... mais tant qu'on ne continuera pas à parler de l'aide au développement, on est toujours au biberon. Je dis aujourd'hui, on parle de partenariat gagnant-gagnant. On ne parle. Aujourd'hui, Angela Merkel, pas plus tard que le dimanche ou le samedi dernier, faisait dans sa déclaration à Bamako que l'aide au développement et l'assistance militaire du moins, doit aider. Mais ils le font pourquoi? Pour l'aide au développement. Ils le font pour se protéger, eux. Parce que les migrants vont vers eux, parce que c'est eux qui créent les conditions qui font que les migrants vont vers eux. Donc c'est du leur. Ils ont bombardé partout. Pas vraiment de l'aide. La lutte contre le terrorisme, parce que c'est eux qui encaissent les frais. Donc là où les nids sont créés, il faut créer les conditions de sécurité et fixer les gens pour que les gens ne bougent pas. Ça, ils le font pour eux parce qu'Angela Merkel a des problèmes au niveau de son pays. Vous savez, il a été vraiment secoué. Elle a des problèmes avec le Parlement allemand. Voilà, c'est ça que, mais je dis, nous sommes dans une dynamique d'intégration. Prenez l'Afrique de l'Ouest, dans une dynamique d'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, la CEDEAO, on parle d'une seule voix. Les chefs d'État se concertent et parlent. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a l'institution, l'Union africaine. L'Union africaine est une institution d'intégration sous-régionale. Dont le siège a été construit par la Chine. Oui, d'accord. Donc ça pose encore le problème de l'indépendance dont on parle. Quand on parle de la Chine, vous savez, c'est la Chine qui crée tout ce déséquilibre dans le sens de la colonisation. La Chine est venue perturber les systèmes de colonisation atroces. Oui, mais quelque part, ce n'est pas une bonne chose que la Chine soit venue donner de l'indépendance aux Africains. Mais la Chine prête de l'argent aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que la Chine prête de l'argent aux États-Unis d'Amérique? Nous, qu'est-ce qu'on a? La première puissance du monde. Qu'est-ce qu'on a à voir? Si la Chine apporte son argent et que cette aide au développement va vers le développement réel, parce que la Chine, je pense qu'ils sont en train de révolutionner dans ce sens-là. Ils amènent les capitaux, ils amènent les techniciens, ils forment sur place et ils montrent aux gens à se prendre en charge. Je crois qu'il faut saluer cela. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui vont à l'encontre de ces capitalistes-là pour que chacun se révise. Aujourd'hui, la France est en train de réviser sa position, sa manière de coopérer avec ses colonies. Aujourd'hui, ils commencent à dire non, l'Afrique... Mais ils ont essayé même au Gabon, ça ne va pas. Ils ont essayé au Burkina Faso pour maintenir Blaise Compaoré, ça ne va pas. Ça n'a pas marché. Le peuple s'est réveillé. Je dis, nous sommes... Donc vous pensez dans tous les cas qu'il y a eu une conscientisation et que ça finira par donner quelque chose dans les années à venir. Formidable. Maître Alain Ourin, alors dites-moi, pourquoi est-ce que l'aide au développement, selon vous, n'a jamais porté sur une assistance à la création d'une monnaie pour les pays africains? Vous posez une question très pointue et si ça n'aboutit pas à une monnaie, c'est bien parce que ce qui est qualifié à tort et de manière injurieuse d'aide est une aide effectivement au sous-développement à maintenir les États vassaux dans une position de dominer. Et donc, moi je vous dis, au lieu que nous tenions ce discours savant, il faut récuser le concept même d'aide. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que... Là, aujourd'hui, la chose existe déjà. Écoutez, c'est pas parce que je dis... Il faut faire évoluer le débat. Je suis d'accord que vous ne serez pas d'accord. Mais des concours frauduleux. Non, si on n'a pas compris ça, on ne va pas avancer. Non, c'est compris. Mais malheureusement, la pratique est là. La chose se fait déjà. Cette pratique doit être dénoncée parce que... Ça n'arrange pas certains dirigeants africains. Non. Parce qu'ils sont au beurre et ils arrivent à détourner suffisamment. Dirigeants africains. Vous ne parlez pas du bien-être des peuples. Quel est, parce que même pour une aide humanitaire, il y a un mobile, il y a un motif. Quel est l'intérêt d'aider? Un père aide son fils parce que c'est son fils et qu'il a intérêt à le voir grandir, faire de bonnes études, s'épanouir. Encore que. Un frère aide son frère parce qu'il y a une fratrie, une solidarité fraternelle. Encore que. Sorti de ces cas exceptionnels qui ne font même pas école, quel est l'intérêt d'un État à aider un autre État? Encore que cet ancien État est un ancien colonisé. Un État qu'on a colonisé, un État qu'on veut exploiter. Parce qu'il y trouve son compte. Donc, il n'y a pas de générosité. Et est-ce que vous pouvez aider un État à être aussi fort que vous? Ça n'existe pas. Donc, les relations qualifiées d'aide doivent être des relations d'affaires. Quand il y a deux commerçants, il y a une solidarité intelligente. Je te vends
du parfum et tu me vends des bougies. Je ne sais pas, chacun trouve. Oui, mais supposons un instant que, bon, ça veut dire que l'aide en question, il y a une volonté qui vient du cœur, non, il y a vraiment pas, une vraie philanthropie. Il n'y en a mais pas. Pourquoi est-ce que le franc CFA, par exemple, n'a jamais été au cœur? C'est pour ça que vous ne me comprenez. Ça n'existe pas. Il ne faut pas s'arrêter aux mots. Il faut voir le concept et le mécanisme. Donc vous voulez dire que c'est de la comédie, ça a toujours été de la comédie? Ce n'est pas de la comédie, c'est l'exploitation de la naïveté de peuple et dont les dirigeants veulent qu'on reste toujours naïf. Et à qui alors incombe cette responsabilité? Mais cette responsabilité, la responsabilité, oui. Écoutez, notre État. La responsabilité de changer les choses incombe d'abord au peuple souverain, à condition que ce peuple soit instruit. Et donc tous les mécanismes et les dysfonctionnements que vous dénoncez sont savamment entretenus afin que les consciences ne s'éveillent pas. On vous fera toujours croire que c'est une aide. Si le mot aide dérange, on passe à un autre vocabulaire, on parle de partenariat, de coopération. Est-ce qu'il y a un partenariat possible entre un lion et une brebis? On ne sait jamais. Non. La brebis est vouée à être bouffée. Il peut y avoir de partenariat entre deux lions de taille à peu près équivalente. Et chacun est suffisamment fort. Oui, mais on est à l'ère de la mondialisation. L'Afrique ne peut pas rester isolée des réalités du monde. L'Afrique n'est pas dans le monde. Excusez-moi, les propos sont durs parce que ces concepts brumeux, oui, nous, on fait partie de la poubelle du monde. Et que ça vienne de la Chine ou d'ailleurs, les ogres ont toujours leur appétit, se battent pour leurs intérêts et pour se neutraliser. L'ami Cissé l'a rappelé, quand le président Truman a parlé de coopération et d'aide au développement, il visait aussi à limiter l'influence du communisme et donc volait au secours de certains États, entre guillemets, pour les empêcher d'être gangrénés par le communisme. Donc la Chine joue ses intérêts. Les États-Unis jouent leurs intérêts, l'Union européenne joue leurs intérêts et arrive à mettre en place ce mécanisme dont nos dirigeants se sont rendus dépendants. C'est vrai qu'avec la meilleure volonté du monde, ils restent piégés. Mais quelqu'un qui vous livre une voiture, il ne va pas vous apprendre à réparer une voiture. Il s'arrange pour que vous soyez toujours dépendant de lui. Oui, mais il y a des Africains qui vont apprendre à réparer la voiture de l'autre côté. Mais ils restent là-bas parce qu'ils n'ont pas de voiture à réparer ici. Et c'est devenu... C'est-à-dire qu'il suffit de poser un regard lucide. Même les relations, même dans le cadre d'une coopération équitable entre partenaires de même taille, il y a toujours cette volonté de tromper. Quand on parle de transfert de technologie, bien écoutez, c'est une belle chose, par exemple de dire venez nous installer une usine hydroélectrique. Ben, on vient installer cette usine hydroélectrique, ben, dès qu'il y a une vis qui manque, vous êtes obligé de recourir à celui qui vous a installé parce que c'est ce qu'il peut faire pour se maintenir et pour maintenir une certaine dépendance. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce que j'ai dit, vous avez compris le phénomène de la soi-disant aide au développement qu'on présente comme une action égalitaire, une action gagnant-gagnant et que nos dirigeants, la bouche en cœur, répètent pour montrer qu'ils font quelque chose. L'aide dont je vous parle une minute pour terminer, ce que j'imagine comme aide, c'est par exemple entre le Bénin et le Togo, État de taille à peu près égale. Le Togo a du phosphate, je ne sais pas si le Bénin en a besoin, tu me donnes ton phosphate et moi je te donne du palmida. Si le Togo a vraiment besoin de palmida ou ne négocie pas bien et accepte le palmida en lieu et place du phosphate, c'est ça problématique. Donc, revenons à nos bases, le troc et le troc intéressé. Sinon, ce concept d'aide au développement, quelles que soient les formes que ça peut prendre et les flux financiers que ça draine en apparence dans l'intérêt de l'Afrique, c'est un mythe, c'est un leurre. Oui, non, moi je crois que d'une façon concrète, ce qui se passe, on a vu que l'Afrique est convoitée, très convoitée. Vous savez, j'ai dit sur le plateau ici qu'il y a 5 sommets. Avant, il n'y avait que le sommet France-Afrique. Aujourd'hui, il y a combien de sommets? France-Amérique, France-Chine, France-Japon, France-Inde. Donc, tout le monde sait que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et ce qui est formidable est que les dirigeants et les peuples, parce que les dirigeants, ils sont confrontés à la demande sociale très forte des populations. Et dans le cadre du NEPAD, le NEPAD, qui n'est pas une coquille vide, dans le cadre du NEPAD,
il y a qui est déjà mort. Non, le NEPAD n'est pas... Non, le président Macky est le président du NEPAD. Oui, mais... L'argent est déjà mis... Non. Oui, mais... L'argent est déjà mis... C'est un mécanisme dont on ne parle presque plus. Attendez. Ce que nos Africains ont créé, il faut valoriser ça. Je suis d'accord avec vous, mais si les Africains eux-mêmes... Ce que je suis en train de vous dire, dans le cadre du NEPAD, c'est les infrastructures qui sont... La Chine a mis combien de milliards de dollars dans cette cagnotte-là? C'est pour électrifier toute l'Afrique. Parce que tant que nous n'avons pas une indépendance énergétique, nous ne pouvons pas être compétitifs. Il faut créer des industries locales. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'énergie, il y a l'éducation. Mais justement, mais maintenant, c'est nous qui définissons actuellement nos priorités. Est-ce qu'on arrive à le faire? Mais on est en train d'avancer. Il y a des progrès partout. Aujourd'hui, je dis, dans le cadre des négociations interrégionales, par exemple, l'Afrique, États-Unis. Mais nous élaborons... Parce que l'argent est là, nous savons l'argent où ça doit partir. Parce que le peuple, le monde sait qu'il faut que l'Afrique se développe, sinon, ce serait une catastrophe. Et ils savent que ces industriels-là, ils pensent à délocaliser, surtout la Chine, à délocaliser les industries venues vers l'Afrique pour gagner d'autres marchés. Je crois que c'est l'Afrique aujourd'hui qui est le continent qui doit tirer le reste du monde. Ça, tout le monde est conscient de cela. Et vous savez, ces gens-là, sommet, ils savent, ils calculent dans 20 ans, 30 ans ce qui arrive. Donc, nos dirigeants... Vous pensez vraiment que l'Occident a conscience et il veut vraiment que l'Afrique, dans 20 ans, se retrouve au cœur de... C'est pas parce qu'ils le veulent, mais ils sont contraints. Parce que les consciences... Oui, mais qu'est-ce qui se fait sur le continent africain aujourd'hui? Peut-être l'Occident est contraint de reconnaître que l'Afrique sera au cœur du monde, de l'économie mondiale, d'ici 20-50 ans. Mais qu'est-ce que les Africains eux-mêmes font pour se retrouver, pour occuper une place de choix d'ici 50 ans? Mais nous sommes en train de le faire. Mais vous voyez, c'est-à-dire on fait une évaluation. Faites une évaluation 1960. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problèmes de gouvernance, des problèmes de démocratie, tout cela. Est-ce que vous pensez que cela contribue? Cela est lié à la balkanisation. C'est pas une fatalité. Nous sommes en train de vaincre ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique. Les chefs d'État africains qui veulent modifier les constitutions, qui ne veulent pas partir, tout cela contribue à arriérer les pays africains. Mais non, c'est-à-dire que ça, c'est des dynamiques, de l'évolution des peuples. Nous avons des pays, par exemple le Bénin, qui la démocratie est huilée. Je ne dis pas que c'est une exception. Non, je ne dis pas. Sur les 53 pays africains, on a peut-être une dizaine où on respecte vraiment les constitutions. Non, je dis pas. Mais dans la plupart des autres pays, il y a toujours des tensions politiques. Mais la Chine, il n'y a pas de la démocratie, ils avancent. La Chine avance. Parce que les mécanismes, ce n'est pas la démocratie qui fait évoluer un pays. Le Gabon, ce n'est pas la démocratie qui fait avancer. C'est le système de gouvernance, c'est la manière où gérer son pays dans ses valeurs, ses réalités. Nous avons toujours gouverné l'Afrique dans la réalité des autres. C'est ce qui fait que nous avons été arriérés. Au moment où nous avons pris conscience, c'est le monde qui nous a fait prendre conscience. Quand la dimension géostratégique économique ont changé. Quand il n'y a plus Est-Ouest, ça nous a frappé de plein pied. On s'est rendu compte que l'Union européenne est en train de se regrouper, 27 États, etc. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? On a créé l'Union africaine. Mais les dirigeants ont pris conscience. Tu sais, c'est les facteurs qui déterminent l'évolution des populations. Nos dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas des dirigeants d'hier. Parce que, pourquoi je le dis? Aujourd'hui, ils sont confrontés à des situations qui les obligent à aller vers le regroupement. Mais nos dirigeants actuels continuent par tendre la main. Ils ont beau ne pas être comme ceux d'hier, mais ils continuent toujours par tendre la main. Nous tendons la main, mais les autres ont plus besoin de nous aujourd'hui. Nous tendons une seule main, les autres tendaient deux mains, c'est ça? Maître Alain Rolla, très rapidement. Alors, le respect des principes de la démocratie avant l'aide au développement dans les pays africains, on constate que l'Occident l'impose souvent aux pays africains. Et pourtant, il y a des pays où les droits humains ne sont pas du tout respectés, mais on dresse des tapis rouges au président de ces pays. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais on le comprend, je veux dire, si vous êtes attentif à ce que je dis, c'est un packaging. Qu'est-ce que je dois dire? Le lion et la biche ne peuvent pas être en société. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Maintenant, il y a un habillage adapté à chaque situation. Les États-Unis n'ont jamais exigé, par exemple, de l'Arabie Saoudite, que l'on conduise un régime démocratique, parce qu'ils y pompent tout leur pétrole. Bon, dans les pays comme le Bénin, etc., où nous avons été formatés pour obéir aux maîtres, on nous vend des concepts.
On nous dit, pas de démocratie, souvenez-vous du sommet de la Baule. Pas de démocratie, pas d'aide. Mais c'est vous qui croyez qu'il y a une aide. Et quand vous arrivez à croire que c'est une aide, on vous manipule. Ce que je suis en train de dire, les Africains et leurs dirigeants, qui doivent être bien élus, doivent comprendre qu'ils ont des valeurs dont ils ignorent la valeur. Référence à l'esclavage, ou avec un miroir ou n'importe quelle pacotille, on nous vide de nos ressources. Ils doivent savoir que nous avons de la valeur. C'est vrai, aujourd'hui on est piégé parce que l'exploitation a duré tellement longtemps que c'est devenu un réflexe. Et que la balkanisation, tout ce qui a été mis en œuvre pour que nous aboutissions par exemple à la balkanisation, que nous ne soyons jamais unis, ça a été fait dans les têtes. Et c'est dans les têtes qu'il faut recorriger. Ce n'est pas dans les institutions, ce n'est pas dans les regroupements, etc. Il faut en avoir conscience et aller de partenaires d'égal à égal, ou être conscient de la force de l'autre et gérer en fonction de nos intérêts. Merci Maître Alain Ourla, merci Lamine Cissé. Ce qui est sûr, le débat se poursuit chez vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier sujet du jour. Cette émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain se poursuit. Avant de retrouver notre deuxième débat du jour, je vous propose un nouveau point de l'actualité, le flash d'information. En République démocratique du Congo, Bruno Tshibala, secrétaire général du parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, a été arrêté dimanche soir. D'après l'UDPS, Bruno Tshibala a été arrêté par les agents du service d'immigration alors qu'il se rendait à Bruxelles pour le compte de son parti. Les agents d'immigration lui ont retiré son passeport et l'ont conduit vers une destination inconnue. Au moins 10 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans les affrontements entre l'armée congolaise et des présumés rebelles ougandais à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris auprès d'un responsable de la société civile locale. 8 civils ont trouvé la mort par balle. Un militaire a été tué, a affirmé Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni. Au Comores, le président de la CENI, le Dr Diazar, son secrétaire général et 2 de ses commissaires ont été placés en détention ce week-end. À l'origine de l'arrestation, un rapport accablant de la Cour des comptes faisant état de 153 millions de francs comoriens, soit 306 000 euros, intraçables dans la trésorerie de la CENI après les élections législatives de 2015. Notre dernier sujet du jour à présent, ils sont au total 23 partis politiques de l'opposition ivoirienne à rejeter la nouvelle constitution proposée par le président Alassane Ouattara. Pour certains opposants ivoiriens, l'actuelle constitution ne souffre pour l'instant d'aucune insuffisance qui mérite sa révision. Mais dans le camp présidentiel, on estime qu'il faut en finir avec les goulots qui ont été à la base des nombreuses crises successives que le pays a connues depuis une vingtaine d'années. Une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'opposition rejette-t-elle la proposition du président Alassane Ouattara? C'est le deuxième sujet à aborder dans cette émission juste après cette virgule. Cette émission se poursuit avec l'avocat Maître Alain Ourla et l'écrivain Lamine Cissé. Maître Alain Ourla, l'opposition ivoirienne estime que la réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire est plus urgente que le projet de nouvelle constitution proposé par le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réconciliation passe également par une modification des textes fondamentaux de la Côte d'Ivoire? Évidemment que cette réconciliation passe par la modification de la loi fondamentale. Mais avant d'en arriver là, il y a des passages plus impératifs, comme la démonstration de ce qu'on a entrepris des choses effectivement pour parvenir à cette réconciliation. Or, sur le terrain, il n'y a manifestement rien à signaler. Nous en sommes encore au procès Gbagbo, époux, mari et femme. Rien n'a été entrepris pour rechercher les responsabilités dans le camp qui a gagné. Les enquêtes, sont en cours. Oui, on vous dira au niveau de du ministère de la Justice ivoirienne. On n'a pas attendu ces enquêtes avant d'embastiller Laurent Gbagbo et son épouse et de les juger. Bon, bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. La commission réconciliation, etc., qui a été dirigée par Henri Konambani. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effort de réconciliation, cependant qu'on se préoccupe de la succession virtuelle. Donc, l'opposition, et ce n'est pas parce que ça vient de l'opposition, mais parce que le concept est vrai, l'idée est vraie, a raison de dire
que les priorités ont été brûlées et que le fait de penser à l'adoption d'une constitution, toutes les constitutions ont besoin effectivement d'être toilettées, est un peu anachronique. Lamine Cissé, la constitution ivoirienne, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être revue pour faciliter la réconciliation entre les Ivoiriens? C'est pas mon point de vue, hein. Je vais à l'encontre de Maître cette fois-ci, parce que moi je pense que on ne peut pas arrêter le fonctionnement d'un pays parce qu'on est en train de juger des gens. Il y a la grande muette, la grande majorité qui a besoin d'avancer, d'évoluer. Et chaque constitution est guidée par les facteurs qui amènent la paix ou qui amènent la guerre. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire vient de traverser une guerre fratricide. Et cette guerre-là, quelle est la cause profonde de cette guerre-là? C'est cette constitution-là, la loi de l'exclusion. Une loi qui a exclu du fichier national plus de 40% de la population. Dans n'importe quel pays, quand vous dites que pour être président de la République, il faut être de père et de mère, vous êtes en train d'exclure totalement 40% de cette population du fichier. Sinon, Barack Obama ne sera pas président de la République des États-Unis d'Amérique. Si cette loi était aux États-Unis, il faut être de père et de mère. Il ne sera pas aujourd'hui président des États-Unis d'Amérique. Ça dit que nous sommes dans une dynamique d'intégration. L'Afrique de l'Ouest. Là où il y a conflit, c'est les textes qui créent le conflit. Moi, je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de toiletter ce texte-là. Si l'opposition a des arguments de taille, mais je ne vois pas, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu... Les arguments avancés par l'opposition, c'est qu'il y a toujours des prisonniers politiques. Non, mais ça il y a une bonne partie des Ivoiriens qui sont en exil. Il faut qu'Alassane arrête de payer les fonctionnaires au moment, avant de libérer les prisonniers, avant de payer les fonctionnaires. Pourquoi ne pas œuvrer pour dans le fonctionnement? Non, c'est ça. Pour que tous ceux qui sont à l'extérieur puissent revenir à l'intérieur. La pacification, c'est la constitution. Quand vous avez une mauvaise constitution, la guerre, elle est là. Ça crée des divisions. Parce que, vous voyez, cette loi d'exclusion, ils ont chassé des Burkinabés dans les plantations en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, et ces Burkinabés étaient là bien avant l'indépendance. Parce que tout simplement, ils ont le nom à consonance burkinabé. On les a chassés. Il y a 100 000, 50 000 qui fuyaient vers le Burkina Faso. Mais c'est de la déstabilisation de toute la sous-région. Cette loi-là ne doit pas exister. On doit remplacer cette constitution-là et faire une constitution conforme qui est au standard tel que la CEDEAO et l'UEMOA l'ont. Est-ce que justement, ici, il ne serait pas bien de profiter justement de cette nouvelle constitution pour réconcilier, pour pacifier le pays, libérer les prisonniers politiques, par exemple? Le pays fonctionne normalement, l'Assemblée nationale, les institutions, débloquer les comptes des membres du parti du président Gbagbo. C'est un processus. Ça fait plus de 5 ans que le président Ouattara est au pouvoir. Je ne refuse pas, mais la priorité c'est le développement national. La priorité c'est la stabilité nationale. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir stabilité quand il y a une partie qui se sent frustrée? Frustré par rapport à quoi? C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur qui estiment qu'ils ne participent pas réellement. Il faut qu'on arrête d'être des opposants dans la haine. Il faut être des opposants dans la pratique et dans la réalité. C'est ce que je... Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui ont causé cela, c'est eux qui se placent à la place de victimes. C'est ça qui est mon problème. Oui, aujourd'hui, il faut aller de l'avant, comme vous-même vous l'avez souhaité. Mais pour aller de l'avant, est-ce qu'il ne serait pas bien de remettre les compteurs à zéro? Sur le plan économique, sur le plan infrastructure, sur le plan etc. J'ai vu le travail que Alassane Ouattara a fait. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, mais sur le plan politique, sur le plan humanitaire et social. Il doit partir lui. Non, ça viendra. Il doit partir lui. Je le conseille. Je le conseille d'aller dans ce sens-là, dans le sens de l'apaisement. Mais c'est qu'on parle de la révision d'une constitution. Il y a des institutions de la République qui sont là. L'État fonctionne. Et ils ont soumis ça au Parlement, c'est un passage obligé, pour qu'ils analysent, c'est les représentants du peuple. Ils vont soumettre ça au référendum. Moi, je crois qu'un parti politique sérieux, c'est de dire, sur tel point de la Constitution, je ne suis pas d'accord, et vous défendez cela.
Mais de dire dans sa globalité... Nous n'irons pas au référendum, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, il faut que ça... Laissez le peuple décider. Maître Alain Oula, alors au regard de cette situation politique tendue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays qui mérite aujourd'hui une attention particulière de la part de la communauté africaine, la communauté internationale? Parce qu'on a l'impression que la situation est toujours sensible dans ce pays. Ah mais la situation est très sensible, on est sur les brasiers. Et je voudrais dire à l'attention de mon ami Lamine Cissé que les questions d'éligibilité, de nationalité sont des détails par rapport à une réforme constitutionnelle. Ce n'est pas des détails, quand on sait que c'est cela qui a été à la base de l'instabilité quand même dans ce pays pendant des années. Il faut commencer avec le président Bédier, le président Gueye, le président Gbagbo, ça a pendant longtemps déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si vous me laissiez parler, j'allais vous rappeler que ces détails sont déjà réglés puisque le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Donc ça fait jurisprudence. C'est terminé. Et il s'entend très bien avec le promoteur de cette ivoirité, qui est le président Bédier, qualifié de président du conseil d'administration. Donc il suffit de prendre une loi, de rectifier les choses. Mais là, la constitution actuelle va au-delà. On parle de création de postes de vice-présidence, on parle de la création d'un Sénat. Il y a quand même un bouleversement des institutions. Et donc, il ne s'agit pas seulement de dire opposition, opposition. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour un camp ou pour un autre. Mais le fait est que ce qui est reproché au président Ouattara est objectif. C'est d'abord la démarche, c'est-à-dire la non-concertation, c'est ce que dit l'opposition. Le travail. L'Assemblée est consultée aujourd'hui. L'Assemblée n'a pas à être consultée. C'est la représentation du peuple. Une constitution peut se réviser par exemple, par un comité d'experts. Mais refondre, créer une nouvelle constitution, il faut une constituante. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il y ait consensus là-dessus. Là, il s'agit d'une constitution dont l'élaboration est menée comme d'un projet de loi ordinaire. Et il y a le référendum. Le peuple peut rejeter s'il n'est pas d'accord. Rappelez-vous que le président Ouattara a été élu par moins de 60% de la population. Donc quand vous parlez de peuple, et je suis navré que constater par exemple que mon ami Cissé dit que le peuple n'est pas vraiment consulté. Écoutez, on lance le référendum, il y a 50% de l'électorat qui sera mobilisé, on dira oui au président Ouattara, la constitution est adoptée. Or, on parle d'une démarche. Vous ne pouvez pas imposer une constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale d'un pays, sous prétexte que vous êtes majoritaire, alors que le peuple, le pays n'est pas pacifié. Nous sommes tous conscients qu'il y a... Merci, Maître Alain Oula, merci Lamine Cissé, Madame, Monsieur. C'était notre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Je suis sûr que nous reviendrons sur la question de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Avant de vous dire au revoir, je soumets à votre réflexion ce proverbe tiré des sagesses africaines qui dit « Le cafard a beau se rouler dans le cendre, le coq le reconnaît toujours. Le cafard a beau se rouler dans le cendre, le coq le reconnaît toujours. » Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika et sur www.sikatv.info.